Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci. Nous sommes le samedi 27 septembre 2025. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture. Et aujourd'hui est une édition spéciale. Que dis-je? Un hors-les-murs exceptionnel, car en effet, nous sommes enfin sortis de la cave des Souffleuses, notre lieu d'enregistrement habituel. Et nous sommes aujourd'hui à Artagon, une résidence d'artistes située au 34 rue Cartier-Bresson à Pantin. Pantin, que la mairie avait rebaptisé Pantine l'année dernière, mais Pantine a visiblement détransitionné cette année. Alors, force à Yel, et comme on dit Babouche, il n'y a pas de mauvaise transition. C'est parti pour le masque et la plume dans le cul. Alors, j'ai pour habitude de commencer chaque émission par un petit état des lieux de l'ambiance politico-pop culturo-gênante du moment. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'adresser au festival qui nous a invités, le festival Djerkov, qui fête ses 18 ans cette année. Et comme Léa Salamé à Marion Cotillard, je voudrais te demander... Après 18 ans de vie commune, je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, c'est tout. Et à toi, Djerkov, de me répliquer, crispé et rabougri par les coupures budgétaires que tu as subies cette année en raison de la politique d'austérité. Merci, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous allez bien? Et cher festival, je te réponds. Le masque et la plume dans le cul te dit que lui aussi, il s'inquiète des coups de rabot qui ne cessent de s'accumuler dans le budget de la culture et que l'on n'attend franchement rien d'un gouvernement lecornu qui durera encore moins longtemps qu'une saison de L'amour est dans le pré. Et pourtant, c'est long, une saison de L'amour est dans le pré. Mais Djerkov, toi, comme d'autres festivals engagés, bon, on ne sait toujours pas pourquoi on ne dit pas festivaux, d'ailleurs, vous survivez et continuez de nous offrir des petites poches d'espoir. Car dans le même temps, le milliardaire conservateur Pierre-Édouard Stérin finance un label intitulé « Les plus belles fêtes de France », célébrant les festivités traditionnelles via une association nommée Studio 496, en référence à la date du baptême de Clovis. Alors, c'est vrai que j'ai aussi trouvé que Clovis Cornillac avait pris un coup de pelle quand je l'ai vu dans Un petit truc en plus l'année dernière, mais de là à nommer son association en référence à lui, je ne sais pas. Et contre toute attente, la Fête de l'Humanité, la Pride rurale, le Festival Djerkov ou encore le Festival du film décolonial n'ont pas été labellisés par Pierre-Édouard Stérin. Alors, loin de nous de vouloir nous opposer aux fêtes traditionnelles bretonnes ou aux férias, le masque et la plume dans le cul vous offre d'ailleurs l'une des bretonnes les plus festives de France en la personne de Babouchka Babouche, qui elle aussi ne sort jamais sans son billing et sans bon le Queen Amman. Billig. Nulle intention non plus de mépriser les férias du Sud-Ouest. Le masque et la plume dans le cul est fier de vous présenter l'une des vachettes les plus incontrôlables du Midi en la personne de Babouchka Babouche. Non, nous les fêtes, on les aime quand elles permettent à toutes et à tous d'exprimer son histoire et sa singularité, que ce soit la bourrée, le Queen Amman ou le Poppers. D'ailleurs, a-t-on déjà vu un Poppers saveur Queen Amman ? Chimiste armoricaine, c'est votre moment. En tout cas, ce qu'on est sûr d'avoir déjà vu, c'est plein de performances et de spectacles inspirants au Djerkov, festival qui, et c'est déjà un exploit, a duré plus longtemps que le couple Marion Cotillard-Guillaume Canet qui a tant fait rêver les Français. Donc longue vie à l'amour, longue vie à la culture et longue vie au festival Djerkov. Et puisque cette année du festival est dédiée aux artistes résidentes d'Artagon-Pantin, nous avons le plaisir de recevoir deux artistes aux pratiques différentes, mais qui produisent tous les deux un travail puissant sur les masculinités et l'altérité. Nous recevons donc l'artiste plasticien et vidéaste Corentin Daré. Bonsoir.
Et le sculpteur, chorégraphe et performeur, Se-Young Lee. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes tous les deux des artistes qui avaient déjà un portfolio bien rempli, mais vous restez encore jeunes dans le monde de l'art et en réalité, votre sortie d'école n'est pas si loin. Se-Young, tu as été diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2023 et toi, Corentin, des Beaux-Arts de Cergy en 2020. Donc, comment s'est passé votre passage du monde de l'école d'art à la vie réelle de l'insertion professionnelle dans le monde de l'art? Parce qu'on sait que c'est souvent un moment difficile pour les jeunes artistes. Ou plus globalement, on peut se demander à quel moment on devient artiste. Est-ce que l'enfant de 5 ans qui tient un crayon est un artiste ou est-ce qu'il faut avoir une médaille finalement pour se dire artiste? Alors moi j'ai du coup terminé mes études il y a 5 ans maintenant, dans un moment aussi en plein Covid, enfin en plein confinement. C'est pas l'idéal vraiment. Je m'étais pas forcément armé à sortir de l'école. Je pense que particulièrement Cergy, c'est une super école pour apprendre à avoir une pratique artistique, mais pas forcément à la professionnaliser. Donc ça s'est passé, les années qui ont suivi mon diplôme, je les ai passées vraiment à essayer de déjà trouver un atelier, trouver comment on trouve un atelier, trouver des appels à projets pour partir en résidence, pour aller en résidence aussi comme Artagon aujourd'hui en ce moment. Et puis montrer son travail, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire le plus possible, de trouver des projets auxquels me greffer, de partager aussi mes ateliers avec d'autres personnes pour pouvoir un peu faire commun de toutes les ressources qu'on pouvait apprendre par nous-mêmes. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à la question. Ouais. Et toi, Se-Young? Moi, j'ai fini mes études il y a 2 ans, du coup 2023. Donc, je suis encore en transition entre étudiant et l'artiste, je vais dire, officiel. Surtout, moi, j'ai fini les Beaux-Arts de Paris, mais heureusement, l'école nous propose pas mal, beaucoup de appels à projets, la résidence, etc. Donc, pour moi, c'était un peu privilège d'avoir d'appel à projet, d'exposer quelque part grâce à l'école, mais en même temps, sortir de l'école et devenir artiste sans avoir l'école, ça n'est pas forcément facile. Donc, moi, aussi en tant qu'artiste, je suis en train de survivre, comment je peux survivre tout en gardant moi-même, tout en gardant mon chemin. Donc, c'est aussi, je pense que ça sera pas une question fermée, je pense toujours ça sera la question ouverte. Je pense que ça sera toujours la question il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et dans 20 ans. Je pense, en toute modestie, que si jamais vous avez besoin pour avoir accès à des prix ou tout ça, de dire que vous avez fait notre podcast, il ne faut pas hésiter. Bien sûr. C'est-à-dire que quand vous aurez le prix de Montrouge ou de New York, d'ici 10 ans, nous, on dira que vous étiez là. Et vous nous répondrez probablement plus. On vous remerciera. C'est grâce à nous, en vrai. Et donc, vous avez tous les deux des pratiques pluridisciplinaires. Donc, la sculpture, la performance et la danse, dans ton cas, c'est Se-Young. Et Corentin, toi, tu fais de la vidéo 3D, des installations avec différents travails de matière. Comment ce mélange de pratiques s'est imposé à vous? Par exemple, Se-Young. Moi, surtout, je travaille principalement la performance. Donc, je travaille principalement avec mon corps. Donc, dans un espace, par exemple, une galerie, dans un espace musée, mon corps est exposé. Du coup, mon corps devient plus politique parce qu'il y a plus de relations avec les spectateurs. Donc, moi, je pense que, par exemple, moi, j'ai fini les Beaux-Arts de Paris, donc j'ai eu l'atelier de danse avec Emmanuel Wynne. Donc, moi, j'ai pu étudier comment je peux gérer mon corps en tant que matériel, en fait. Donc,
moi, je trouve que mon corps, c'est un matériel pour mon art, mais en même temps, c'est un intermédiaire direct entre les spectateurs et l'espace et même l'artiste moi-même. Donc, c'est un acteur qui a l'interaction entre les autres, j'ai l'impression. Et toi, Corentin? Moi, mon travail il s'articule vraiment autour de la fiction et de comment cette fiction va s'exporter à la fois avec des sculptures, des éléments sculpturaux, mais qui sont à la fois aussi des sortes de décors, généralement pour créer une ambiance et une immersion dans l'histoire que j'essaie de raconter. Et vient après ça soit du texte, soit de la vidéo, enfin du texte en tel quel, soit de la vidéo. Et j'essaye souvent de créer vraiment des va-et-vient, sans mauvais jeu de mots, mais des va-et-vient entre la sculpture et la vidéo. Et de créer des décors qui soient à la fois dans l'espace d'exposition, mais aussi à l'intérieur des vidéos. Alors, je me permets pour l'audio-description de préciser à nos auditeurs que Corentin Daré possède un sweatshirt du film américain Twilight. Voilà. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un film qui raconte l'histoire d'amour entre une jeune femme blanche et un vampire. Voilà. Toi, donc, Seyang, dans une de tes performances qui s'intitule Fall Me Softly, justement, tu mets ton cœur, tu parlais de ton rapport au corps, à l'épreuve du sport, et tu éprouves vraiment ton corps jusqu'à l'épuisement en courant. Et tu prends le sport un peu comme un endroit ambigu, c'est-à-dire à la fois le lieu d'une injonction viriliste où il y a un échec de la masculinité quand on n'arrive pas à le performer. Et moi, je peux en témoigner puisque je suis traumatisé des cours de PS. Mais t'as pas un mauvais corps, hein. Thank you. Je vais à la gym suédoise depuis 2 semaines. Je suis allé 3 fois et c'est girls and gays only. Et je pense que c'est pour ça que tu m'as pas proposé. Non, mais j'ai des invités si tu veux. Parce j'ai des parrainages. Que tu sais que moi, je vais à la salle de sport. Oui, on y reviendra d'ailleurs. Et donc, tu essaies de te réapproprier dans cette performance cet espace du sport pour souligner la double fragilité en fait masculine que ton corps incarne, à savoir la fragilité supposée de l'homme asiatique et aussi la fragilité de l'homme homosexuel. Pourquoi justement cet endroit, ma question c'est vraiment pourquoi cet endroit du sport t'intéressait particulièrement? Surtout, moi je pense que le sport c'est un théâtre d'injonction très contradictoire. C'est un lieu où la virilité se construit, mais en même temps c'est un lieu où on en fait l'expérience de l'échec. Donc dans mon histoire personnelle, le sport a été associé à la punition, la honte, la douleur. Du coup, il a été utilisé contre moi comme une manière de remettre en question ma masculinité. Donc, revenir à cet espace aujourd'hui, c'est plutôt, c'est pas forcément regarder ce que j'ai vécu, mais c'est plutôt comment je peux transformer cette fragilité en intensité. Donc, je voulais travailler sur l'idée de l'épuisement parce que quand le corps s'épuise, j'ai l'impression que la carapace se fissure. Donc, c'est à ce moment-là que une forme plus honnête émerge. Donc, je voulais travailler comment je peux transformer cette fragilité, mais en même temps ces questions en intensité. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur ces questions. Ouais, et en plus, on sent quand même beaucoup l'influence des artistes homosexuels post-sida, où justement il y a cette question du corps et de sa fidélité qui devenait un combat avec la maladie. Par exemple, le travail de Félix González Torres avec une performance qui s'appelle Go-Go Dancing Platform, où en gros c'est un go-go dancer qui danse sur un podium jusqu'à l'épuisement. Et toi, est-ce que tu t'inscris dans cet héritage? Et si oui, comment tu ressens le poids? C'est quoi ta relation avec cet héritage du corps homosexuel aussi post-épidémie?
Surtout les artistes en post-sida, ils ont placé le corps comme un lieu de combat. Ils ont placé le corps au centre comme un lieu de combat, comme un lieu de survie. Donc, ils m'ont appris que la vulnérabilité, ça c'est un langage politique. Du coup, c'est pour ça je suis encore... ce que je cherche, c'est plutôt, je cherche à prolonger cette démarche à partir de mon vécu. Donc, je transforme aussi avec mon langage. Donc, je sens aussi responsable de continuer à faire ça en tant qu'asiatique et homosexuel. C'est pour ça que voilà. Je ne sais pas si je réponds à ces questions. Si. Et puis ce qui est intéressant, c'est que justement, tu mets en question la réponse à la fragilité du sport. Il y a aussi une nouvelle masculinité stéréotypée gay qui a aussi répondu à ça, en particulier le corps très musclé, etc., comme réponse au corps en forme, quoi. Nous, je tiens à préciser quand même qu'on sort des clichés, c'est-à-dire que nous sommes 4 homosexuels, nous ne sommes pas tous blancs. Une seule personne d'entre nous se travestit et nous n'avons pas couché ensemble. Et donc, on se demandait, c'est quoi ton regard sur les gym queens, justement? Moi, par exemple, j'ai un abonnement à la salle. Surtout, j'ai l'impression que si je peux parler honnêtement, surtout, moi, ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai utilisé l'application. Donc, on est très adapté, on est très habitué à nous mettre dans un carré avec les photos. Du coup, les photos, ça doit être en fait en même temps attirant. Donc, il y a plus de nudité qui marche. Du coup, c'est pour ça qu'il y a la masculinité un peu virile qui est rentrée dans cet espace, j'ai l'impression. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a des mots genre masque for masque. Pour les hétérosexuels dans la salle, on parle de Grindr. Voilà, donc, même moi, je pense que gym, c'est aussi une façon de vitalité. Mais en même temps, parfois, il y a la masculinité, on peut contrôler la masculinité, un peu rentable qui nous affecte à nous forcer d'y aller parce qu'il y a quand même la beauté normalisée, il y a les normes en fait qui sont rentrées. Donc, il n'y a pas de jugement, mais en même temps, moi, je vois parfois que ça... Parfois, c'est pas forcément une vitalité honnête, j'ai l'impression. Donc, voilà. Okay. Et d'ailleurs, Quentin, toi aussi, donc, tu travailles autour de la masculinité et de l'homosexualité. Tu as été outé par Babouche et Babouche. Et je ne m'excuserai pas. Mais donc, tu as toute une partie de ton travail où justement, tu t'inventes des légendes queer dans un univers visuel et sonore qui rappelle l'époque médiévale. Et ce qui est intéressant, justement, c'est ce que tu croises cette esthétique médiévale avec la 3D, une esthétique du jeu vidéo. Et c'est très frappant dans ton installation qui s'appelle Un peu de plomb dans vos cœurs, qui a été exposée au Salon de Montrouge. Qu'est-ce qui t'inspire, en fait, dans l'époque médiévale et dans son hybridation avec le numérique, dans cette rencontre-là? Est-ce que c'est le film Les Visiteurs? Exactement. C'est toute la genèse de mon travail par des visiteurs. Ensuite, du coup, j'ai quand même développé un peu plus. En fait, ce qui me fascine un peu avec cette période, j'y suis rentré notamment par les jeux vidéo et aussi par cette facilité dans certains jeux vidéo à pouvoir faire des bonds dans le temps, à avoir des vaisseaux spatiaux à l'intérieur d'un village médiéval. Et comment en fait je pouvais bondir de forme en forme, de texture en texture, et donc le conte m'est un peu venu comme une espèce de facilité aussi, puisque c'est des formes de récits où on est souvent absent, nous les personnes queer et marginales. Du coup, de reprendre un peu du pouvoir sur ces contes, sur ces légendes que j'avais entendues quand j'étais gamin,
de m'inclure en fait, d'inclure des figures comme les miennes. Voilà, donc il y a un intérêt vraiment par la forme de ce récit et de piocher dans ces récits médiévaux et dans ces contes et légendes qui généralement sont datés de cette période, mais aussi par l'esthétique des jeux vidéo qui reprend beaucoup ces villages médiévaux, ces pierres, ces murs de pierre, ces bois abîmés. C'est des choses qui m'ont vraiment beaucoup attiré. Et qu'est-ce qui vient en premier, c'est les images ou le texte? Est-ce que tu écris d'abord tes contes ou Souvent, c'est le texte. Ça va être un peu le moteur. Et après, par contre, le texte peut évoluer au fur et à mesure que les sculptures arrivent. C'est-à-dire que comme il y a vraiment un lien très étroit entre les deux, du coup, si par exemple j'ai envie qu'il y ait des roseaux ou un champ de maïs qui apparaît dans ce village que je viens de construire, je le rajoute dans le texte. Voilà. Et d'ailleurs, le gaming, c'est quand même un monde très masculin. Mais j'ai des données et j'ai trouvé que 17% des joueurs actifs s'identifiaient comme LGBTQ+, et même près de 30% des moins de 35 ans s'identifient comme LGBTQ+. Donc je me demandais, Corentin, c'est quoi ton rapport au monde virtuel? Est-ce que tu jouais? Et pourquoi tu penses que le monde virtuel attire autant les personnes queer et dans ton cas, les artistes queer? Quand j'ai fait mes études, j'ai fait mon mémoire sur un jeu vidéo qui s'appelle Second Life, qui est un jeu vidéo qui existe quasiment plus maintenant, ou du moins qui est plus joué en ce moment, qui date à peu près des années 2010. Là, c'est vraiment le gros boom de ce... Il y avait Ségolène Royal qui avait fait exactement. un compte. Il y a pas mal d'artistes aussi qui ont interagi avec ce jeu-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est l'un des... Moi, je m'y suis intéressé a posteriori, et c'est un... Non, désolé. Du coup, je m'y suis intéressé après, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'extraits de forums encore de personnes qui jouaient à ce jeu-là et qui racontaient comment en fait les jeux vidéo, ce jeu vidéo en particulier, avait permis à beaucoup de personnes d'expérimenter des identités différentes, du fait que on puisse incarner un avatar qui soit homme, femme, même parfois monstrueux ou pas. Et en fait, cette fluidité aussi, et le fait qu'on puisse se connecter avec d'autres personnes dans le monde entier, ça a permis à des personnes de sortir de leur cercle social le premier, et d'expérimenter aussi d'autres identités. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant aussi d'intérêt pour les jeux vidéo. Ça, c'est un exemple, mais j'ai l'impression que ça nous permet aussi de vivre d'autres vies quand souvent, en fait, le quotidien n'est pas top. Ouais, je pense que c'est tout à fait juste. Et alors, en attendant que son verbe et son esthétique soient répliqués et générés par l'intelligence artificielle, il est encore temps de donner la parole à Babouchka Babouche, en chair et en os, et nous parler d'une soirée iconique où elle a sûrement fait ses premiers faux pas. C'est l'heure du coup de babouche. Oui, allô? Passe-moi bien, salope. La prochaine fois que tu entends parler de moi, que je te croise dans la rue, c'est pas une droite que tu vas manger, c'est pas une gauche, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de babouche. 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 Merci. Alors, pour les dizaines d'internautes qui me demandent, le single est en préparation. On le sort vraiment au plus vite. Mais non, pour évoquer ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'était peut-être pas le palace. Il n'y a pas eu de meuf sur un cheval comme au Studio 54, mais quand même, dans les années 2010 à Paris, on a eu la House of Moda. À l'époque, je ne sais pas vous, et je sais clairement que pas moi, mais la tendance était au look all black. Je ne parle pas de rugby. Hey Antoine Dupont, si c'était là. Et à la grosse techno berlinoise. C'était à peu près le cas partout, sauf dans les caves de semi-luxe où la House of Moda déposait ses valises. Les DJ et de fait directeurs artistiques, Renaud et Kram, nous y conviaient tous les mois à venir à minima déguisés, idéalement over the top, dans des thèmes aussi bien goupillés qu'OGM,
BTP, Planète Jogging ou Les adieux d'une diva. La diva avait bien fait ses adieux et la fête parisienne était depuis un poil moins fun. Et puis surtout, les drag queens et autres créatures de la night n'avaient plus vraiment d'endroit pour naître. Et je veux dire par là naître moche, parce qu'on vous voit, hein, les drag queens qui débarquent là, toutes parfaites. Ça n'a aucun intérêt, à part si vous êtes sympa. Personnellement, mes premières sorties sont encore sur mon compte Instagram. Facebook. Possiblement, oui. Si vous n'y avez jamais été, et plutôt que de nous entendre radoter dessus, du haut de notre fin de vingtaine ressentie début d'EHPAD, venez découvrir le comeback, certes inattendu, de la House of Moda édition Opéra Rock, ce 10 octobre à la Folie Paris. Et quelle folie ce sera, puisque oui, j'y mettrai des cuissards d'Astras et la tenue qui va avec. Est-ce que je serai apte de danser? Non. Mais de toute façon, personne ne vient jamais me voir pour me voir danser. Arriverai-je à me déplacer sans tomber? Probablement pas. Et si c'est le cas, je veux bien de l'aide. Mais comme toutes les vraies divas, je serai à la House of Moda. Ouh, eh bien, Publication non sponsorisée. c'est important de le préciser. Donc, c'est Yang. Toi aussi, dans ton travail, tu explores la notion d'altérité, notamment la relation entre la Corée et la France dans un monde globalisé. Et tu as créé une performance autour de la K-pop qui s'appelle Fantasy Shadow, où on voit deux corps se mouvoir entre ombre et lumière. Et notamment, tu dis t'as inspiré des stratégies des agences de K-pop qu'on a appelé le BGP, donc le Business Gay Performance, qui vise à créer une atmosphère homoérotique et créer un espèce de désir virtuel entre les fans et les membres des boys bands ou des boys girls. À des fins marketing. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le BGP et ce qui t'a intéressé dans cet imaginaire de la K-pop? Juste, moi, je tiens à préciser que tout ça, je sais que c'est fait pour des adolescentes, mais moi, je comprends que les adolescentes adorent les gays, et moi aussi. Du coup, surtout les grosses agences de K-pop, ils reproduisent ce genre d'images homo-érotiques, mais en même temps, surtout c'est une stratégie marketing en fait, parce que surtout les boy bands, les fans, ils ont pas forcément envie d'avoir, ils n'ont pas envie de regarder eux qui sont en couple avec d'autres. C'est pour ça que l'agence, en fait, garde le secret des relations entre les membres. Donc, ils créent la romance virtuelle entre eux pour des fans. Du coup, ça, c'est une stratégie de marketing. Du coup, mais on est d'accord que la Corée du Sud reste un pays assez homophobe. Ça reste encore... l'homosexualité, ça reste encore... Mais c'est cool d'être gay. Il y a un paradoxe, non? Bien sûr, il y a un paradoxe. Moi, j'ai l'impression que c'est pour ça que c'est intéressant. Comment l'industrie peut mobiliser les codes queer tout en maintenant la société conservatrice où l'homosexualité reste encore tabou. Du coup, ça, c'est hyper intéressant, c'est contradictoire. Les gens consomment l'image de l'homosexualité, mais ils sont contre l'homosexualité en vrai. Du coup, c'est pour ça que je m'intéressais à ce point-là, de travailler sur le K-pop. Donc pour toi, dans la K-pop, il y a quelque chose d'autre que simplement un produit de consommation. Ça part plus globalement de la Corée du Sud, quoi. Ouais. C'est Roland Barthes qui disait que avec assez d'analyse, chaque objet de divertissement peut être analysé. Et quel regard, tu penses, la France, justement, porte sur les artistes coréens? Et notamment parce que la Corée du Sud, en fait, parmi les pays asiatiques, est vraiment très populaire, très mainstream. Il y a la K-pop, mais il y a aussi le cinéma. Ouais. Comment, toi, tu le vois dans ton expérience ici en France? Et
Qu'est-ce que tu en as à en dire? Moi, j'ai l'impression que moi, ça fait déjà presque 10 ans que je suis en France. Euh, donc, moi, j'ai vu la croissance de la tendance de K-pop tout en étant ici. Mais au début, c'était juste la tendance, c'était juste un phénomène qui était assez petit, mais ça devient de plus en plus global. Donc, mais en même temps, même aujourd'hui, si on parle de la K-pop dans une société occidentale, on considère toujours ces cultures en subculture. Et en même temps, surtout par exemple, j'ai l'impression en tant qu'artiste coréen, si je parle de mainstream, parfois on me dit c'est pas artistique, c'est pas un truc niche, c'est pas quelque chose qu'on s'attendait pour l'artiste. Donc parfois ça me met un peu la difficulté de parler honnêtement. Moi j'aime bien la K-pop parce que c'est ma base, c'est ma culture. Et aussi on considère toujours subculture et une culture un peu inférieure. Donc, par exemple, K-pop, c'est encore très critiqué par le marché américain parce que nous, on est une industrie assez genre robot, genre ils font souffrir les stars, genre parce qu'ils commencent à travailler depuis qu'ils sont jeunes pour devenir K-pop star. Mais en même temps, si on regarde le marché américain, surtout dans la musique, c'est pire en fait. C'est pas que ils sont meilleurs, mais je pense que vu que la tendance de K-pop, le marché de K-pop, ça augmente de plus en plus, que ça domine aussi le marché, surtout principalement américain. Du coup, le marché américain, il commence à défendre leur marché et aussi tout en critiquant le marché coréen. Ouais, et d'ailleurs, c'est marrant, tu parlais un peu du mépris qu'il peut y avoir sur l'appropriation de sujets de pop culture. Et toi, Corentin, tu travailles aussi beaucoup avec des références de la pop culture. Et notamment dans ta dernière création, Chagrin, tu investis vraiment un univers ambiance Far West, cowboy. Et ça part d'une nouvelle que tu as écrite qui s'appelle Avant que les champs ne brûlent, qui raconte l'histoire d'un couple homosexuel qui se retrouve pointé du doigt comme responsable de la sécheresse. Alors, première question. C'est une question vraiment importante. Très importante. Est-ce que c'est une référence à la chanson Avant que les champs brûlent de Niagara? Bien sûr. Yes. Merci, Corentin. C'est quoi ta relation avec cette chanson? J'adore cette musique. Non, j'adore vraiment cette musique. Et j'ai pas mal de références à des titres de chansons, mais aussi à des titres de séries dans les installations que je crée, notamment des titres de Buffy. Vous verrez sur mon portfolio, il y a 2 ou 3 titres qui se cachent. Notamment, il y a Never Kill a Boy on a First Date, c'est ça? Exactement. Qui est un nom évocateur. Ouais, mais qui est, je crois, le premier ou deuxième épisode de Buffy. Ouais. Et Corentin, si tu es vraiment fan de Niagara, il faut savoir que la chanteuse est maintenant professeure de yoga sur Paris. Et il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Ouais. Et Muriel, si tu nous entends, on a grave envie que tu viennes dans le podcast. On va t'inviter. Voilà. Et tu n'es pas obligé de rechanter. Hein. Et donc, la station dont on parlait, Chagrin, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça évoque justement cet univers américain, mais il n'y a pas de lieu précis. Et évidemment, c'est pensé à Brokeback Mountain, etc. Mais qu'est-ce qui t'intéressait justement dans cet univers et pourquoi tu as voulu garder les contours géographiques de l'installation assez flous? Alors, en fait, le projet, il parle vraiment de la manière dont pardon, je reprends. Le projet, il parle vraiment de la ruralité et de la construction d'identité queer dans un milieu rural. Donc, en fait, c'est des champs de maïs, mais des champs de maïs qui pourraient être aux États-Unis, comme dans la campagne, là où j'ai grandi, entre la Bourgogne et le Sud, parce que j'ai eu deux campagnes. Et ça fait beaucoup de références à des moments cinématographiques comme Brokeback Mountain, mais aussi d'autres plutôt liés à l'horreur, au film d'horreur. Pardon. Et du coup, voilà, c'est emprunté des imaginaires
mais aussi avec un prisme qui est celui de la culture américaine, puisque c'est aussi des films avec lesquels j'ai grandi et des images de ruralité avec lesquelles j'ai grandi, des images d'homosexualité ou de personnages homosexuels avec lesquels j'ai grandi. Quoi. Ouais, en fait, Brokeback Mountain, en fait, c'est, je pense, moi, la première fois que je voyais. Pareil. Et c'est assez fou parce Ouais. qu'en fait, ça reste toujours un peu le truc de. C'est là où on a vu la première fois une représentation. Moi, c'était Une famille formidable sur TF1. Ah oui, quelle saison? Je ne sais plus. Ok, on ira, j'arrête de faire mes recherches. Je vais aller faire mes recherches. Et aussi, j'ai remarqué, tu dis t'être inspiré d'Interstellar de Christopher Nolan ou de la série Westworld scénarisée par le frère de Nolan. Alors, moi, vraiment, je ne comprends rien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe dans Interstellar? À la fin, il y a combien de temporalité? Il parle à qui? À la fin, il y a une toupie, en fait, et si elle tombe, ça veut dire qu'on est... Ok, c'est ça? C'est pas la Mourouf, ça? Non, c'est pas celui-là. Ok. Ok. Ah, intéressant. Et notamment dans tout ça, le thème qui traverse un peu tout ton travail, c'est ton même intérêt pour les boucs émissaires. Et donc tu l'explores déjà dans un peu de plomb dans vos cœurs autour de la question de l'épidémie. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la figure du bouc émissaire? Et tu penses que ça raconte quoi Est-ce que tu as de quelque nous? chose à cacher? J'avais prévu un bouquet pour vous, qui est juste derrière. Le bouc Ah émissaire. Putain. Non, en fait, je sais pas. Je pense que ça vient aussi du format du conte et de la légende qui est souvent très lié à pointer du doigt quelqu'un, quelqu'une, pour être différent, pour être marginal. Donc en fait, c'est un thème qui revient très souvent dans mon travail, mais c'est aussi propre à, je pense, notre communauté aussi. Enfin, la manière dont j'aime travailler sur des récits qui invoquent ces violences qui sont faites à nos communautés. Et souvent, ça vient par la désignation d'un bouc émissaire. Et alors, je voulais terminer par vous poser une question à tous les deux autour de la place de l'environnement et de la nature dans vos œuvres. Elle est plus ou moins explicite. Mais est-ce que vous pourrez justement me dire comment l'idée de la prise en compte de l'écosystème et des relations qu'on a avec ce qui nous entoure, vivant ou non vivant, s'articule dans votre travail? Comment vous réfléchissez autour de ça? Avant de vous laisser répondre, je ressens le besoin de préciser que, étant drag queen, c'est l'une des formes artistiques les plus polluantes existantes. Je suis entièrement recouvert de plastique et c'est une grande question. Et vous? Est-ce que vous êtes recouvert de plastique? Moi, je pense que un environnement, ce n'est pas, pour moi, personnellement, environnement, ce n'est pas un décor. Mais aussi, ce n'est pas parce que moi, quand je performe, je suis affecté par l'air, la température, l'espace, et même les sculptures, même les objets qui m'entourent. Donc, je ne cherche pas forcément à dominer l'espace, mais je cherche à négocier avec lui. Donc, dans mes performances, il y a forcément l'interaction avec les éléments. Donc, je pense que c'est là que Bruno Latour, c'est ma référence, c'est ma plus large dans mon travail. Comme il nous invite à considérer que les humains, les non-humains ont tous un rôle actif. Donc, moi, je considère tous les éléments qui autour de mon corps, même mon corps, un acteur dans mon travail. Donc, l'interaction, la relation, ça c'est vraiment important et c'est ces manières dont je travaille. Ok. Et toi, Corentin? Tu as lu Bruno Latour? Non, malheureusement. Tu me raconteras. Ouais, petit résumé. On parlait d'écologie, de Ouais, dimension de écologique comment dans le tu travail. réfléchis à ça. Tu parlais de
de ça un petit peu, mais est-ce que tu peux approfondir Ça revient un peu à ce que je t'ai raconté au début, c'est de la manière dont moi j'aime prendre ces récits, ces contes, ces légendes et leur insuffler des problématiques contemporaines. Et je pense que c'est important encore, aujourd'hui, de parler de ça. Notamment dans la dernière installation, ça parle de sécheresse et ça parle de champs qui brûlent vraiment. Quand je retrouve ma famille dans le sud et que je vois qu'en fait les champs dans lesquels je jouais ont brûlé. Du coup c'est important. Je trouve que ça fait partie aussi des choses importantes auxquelles j'ai envie d'insuffler les récits que je récupère, quoi. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Un énorme merci à Seyang Lee et Corentin Daré d'avoir accepté l'invitation du Masque et la Plume dans le cul. On vous invite à découvrir son travail. Mais par contre, est-ce que vous pensiez vraiment qu'on allait vous le quitter comme ça sans en parler ? On n'a pas résisté. Le tribunal condamne Nicolas Sarkozy à la peine maximale pour les faits d'association de malfaiteurs en vue de la corruption, c'est-à-dire 5 ans, qu'elle demande un mandat de dépôt différé, c'est-à-dire qu'il y aura une incarcération dans les prochains jours, et qu'elle demande en plus une exécution provisoire. Ça veut dire que même si Nicolas Sarkozy fait appel, il va évidemment faire appel, eh bien, il ira en prison. Et oui, ça y est, justice a été rendue. Mais alors que les masques tombent et qu'on s'étonnera ou pas de voir Karine Le Marchand sortir de sa neutralité pour soutenir Carla et Nicolas et s'insurger contre sa condamnation, je crois que c'est notre rôle de rappeler que Nicolas Sarkozy n'est pas le premier président condamné. Et non. Le premier président était Nicolas Sarkozy pour l'affaire des écoutes il y a 2 ans. Voilà, il s'agissait de l'affaire Paul Bismuth. Donc bravo Nicolas. Mais puisque nous avons à cœur le respect du contradictoire et que nous ne sommes pas simplement un repère de gauchistes, il y a quelqu'un qui m'a dit que je serais un jour d'accord avec Nicolas Sarkozy. Serait-ce possible alors ? Quand on est voyou, c'est encore pire d'être un voyou du haut de l'échelle par rapport aux voyous du bas de l'échelle. Alors, et oui, il a bien raison Nicolas. Alors pour célébrer la condamnation de Nicolas Sarkozy et ne jamais oublier que malgré tout, dans cette histoire, il reste un amour entre Nicolas et Carla qui est bien plus solide que la bonnette de micro de Mediapart que Carla a jeté par terre après le verdict du tribunal. On vous donne rendez-vous ce soir au club pour la soirée Le Bal des Terminales, organisée par les camarades de Friction Magazine dans le cadre du festival Jerkoff. Moi aussi, je voudrais faire un contradictoire pour Nicolas et Carla. J'en parle assez rarement en tant que personnalité de gauche, mais je pense que c'est une vraie histoire d'amour. Et si je devais la résumer en une question, ça serait moi et qui ? On remercie donc l'équipe du festival Jerkoff pour l'invitation et Artagon de nous accueillir aujourd'hui. N'oubliez pas de donner à la cagnotte du festival. Un énorme merci à notre régisseuse Ous pour la création sonore, le montage et la régie. De notre côté, on vous donne rendez-vous aux Souffleuses dans le 7 rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement de Paris. On vous donne rendez-vous le 8 octobre pour un nouvel épisode avec Kamala Macrel, une artiste transdisciplinaire basée à Montréal et qui est de passage à Paris. Mais aussi... Tu ne feras pas d'accent québécois. Quoi ? Tu ne feras pas d'accent québécois. Non, je ne suis pas aussi gênant. Ok. Mais aussi, on vous donne rendez-vous le 28 octobre au Théâtre 13 Glacière, où nous recevrons le comédien et metteur en scène Anthony Martin pour sa pièce « Quand on dort, on n'a pas faim », qui est coproduite et programmée dans le cadre du festival Jerkoff et qui commence à jouer le 1er octobre au Théâtre 13. Allez suivre la page Instagram du Masque et la Plume dans le cul, c'est @lemasqueetlaplume DLQ. On vous laisse pour une soirée de performance avec Lou Oberto, Audrey Coupé de Carmadec et Timothée Guédon. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul. Bonne soirée!